Au Nigeria, l'émir enlevé dimanche dans l'état de Kaduna au nord du pays est libre. Il a été relâché par ses ravisseurs. 13 membres de sa famille sont toujours détenus par les kidnappeurs. Au Tchad, l'opposition reporte la marche qu'elle avait prévue. La manifestation a été repoussée de quelques jours en raison de désaccords sur l'itinéraire. Et puis l'Allemagne ne rendra pas obligatoire la vaccination pour tous contre le coronavirus. La chancelière s'est exprimée sur le sujet. Précision à suivre. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. L'émir enlevé dimanche dernier dans l'état de Kaduna au Nigeria, dans le nord du pays, a été relâché par ses ravisseurs. Cependant, il y a toujours 13 membres de sa famille qui sont toujours détenus par les kidnappeurs. Précision. Les assaillants, connus localement sous le nom de bandits, ont attaqué la résidence d'Alassane Adamou, l'émir de Kadjourou, âgé de 83 ans, situé à la périphérie de Kaduna, la capitale de l'État. Ils ont enlevé l'émir et ses proches, dont des femmes et des enfants. Les émirs sont en général vénérés dans le nord du Nigeria pour leur rôle de gardiens de l'islam et des traditions. Même s'ils n'ont pas de rôle constitutionnel, ils jouissent d'une grande influence et ont un rôle important de lien entre la population et le gouvernement. Sa Majesté a été relâché hier et il est désormais dans son palais, a déclaré Moussa Alassane Adamou, son fils aîné. Il a été lâché par ses ravisseurs en dehors de la ville, d'où il a marché jusqu'au palais. Selon lui, le monarque a été emmené à l'hôpital pour un examen médical où il a été déclaré en bonne santé. Les bandits retiennent toujours 13 membres de la famille, a-t-il ajouté. Les premières informations parvenues à l'AFP après cet enlèvement faisaient initialement état de 12 proches kidnappés. Une vidéo visionnée par un journaliste de l'AFP montre l'émir s'adresser à ces sujets venus lui témoigner leur sympathie après sa libération. Alors qu'il commence son discours, l'émir fond en larmes. Une source proche du palais affirme que les ravisseurs ont réclamé le paiement d'une rançon pour la libération des proches de l'émir. L'État de Kaduna est récemment devenu une cible pour les enlèvements contre rançon, visant notamment les étudiants et les voyageurs, mais l'enlèvement de l'émir est une première. Des groupes criminels, communément appelés bandits par les autorités, terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils attaquent des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs contre rançon. Ils opèrent à partir de camps situés dans la forêt de Rougou, qui s'étend sur les États de Zamfara, Katsina, Kaduna et du Niger. Au Sénégal, les marches n'ont pu rien empêcher. L'Assemblée nationale vient d'adopter le code électoral avec les 2 dispositions chrysogènes. Ce dernier, le code doit donc être promulgué avant le 23 juillet prochain, soit 6 mois avant les élections locales, pour être dans les délais prévus par la CEDEAO. Un nouveau code électoral défendu par le ministre de l'Intérieur a été adopté ce lundi par l'Assemblée nationale du Sénégal. Le texte est issu du dialogue politique lancé en 2019 par le chef de l'État Macky Sall, avec en perspective les élections locales de janvier 2022, avant les législatives et la présidentielle de 2024. Si la majorité se félicite d'avancées majeures, l'opposition, quant à elle, dénonce un recul démocratique. L'opposition parlementaire est montée au créneau sur les articles qui excluent de fait les candidatures de Khalifa Sall, ex-maire de Dakar, et de Karim Wade, fils de l'ancien chef de l'État. Condamnés par la justice, ils sont privés de leurs droits civiques et politiques. Mais pour l'opposition, ces dispositions concernant les personnes condamnées ne sont pas nouvelles. Abdou Mbaw, député du parti présidentiel et premier vice-président de l'Assemblée nationale, a insisté plutôt sur les 25 points qui ont fait l'objet de consensus. Le nouveau code électoral doit être promulgué avant le 23 juillet prochain, soit 6 mois avant les élections locales, pour être dans les délais prévus par la CEDEAO. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir donne de la voix. Le RHDP a dénoncé une alliance de dupes entre les 2 anciens présidents, Laurent Gbagbo et puis Henri Konaté Dièye. La sortie du RHDP intervient au lendemain de leur rencontre, estimant qu'il n'y a donc pas besoin d'un dialogue national dans le pays.
Le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, parti au pouvoir, a qualifié l'alliance entre les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié de circonstancielle, une alliance de dupes, s'exprimant lors d'une conférence de presse. Ce week-end, Gbagbo et Bédié, anciens rivaux, se sont rencontrés à Daokro, dans le centre du pays, s'affichant unis comme les principaux opposants au président Ouattara. Gbagbo avait notamment appelé à respecter les textes, épinglant le président Ouattara, réélu pour un troisième mandat controversé au cours d'une présidentielle boycottée par l'opposition qui jugeait ce nouveau mandat inconstitutionnel. Très remonté contre les propos tenus ce week-end par Laurent Gbagbo à Daokro, Adama Bictogo a tenu à rappeler l'argument juridique avancé par la Cour constitutionnelle pour justifier le troisième mandat d'Alassane Ouattara. La Constitution a été votée en novembre 2016, Constitution portée par M. Bédié lui-même par le mouvement politique d'alors, votée à une large majorité. Nous sommes donc passés à une autre république, à une nouvelle république, a-t-il précisé. Refusant de voir ressurgir ce débat sur la scène politique ivoirienne, le directeur exécutif du RHDP a annoncé que le parti rejetait les appels au dialogue national lancés par Henri Konan Bédié dimanche dernier. Rien ne s'imposera au président Alassane Ouattara et encore moins au RHDP. Nous n'avons pas besoin de dialogue national. Les institutions fonctionnent, l'Assemblée fonctionne, toutes les institutions sont en place. Nous ne sommes pas un pays de crise, a-t-il ajouté. Au Tchad, la marche annoncée par l'opposition la plus critique à la junte au pouvoir n'aura donc pas lieu. Les manifestants ont annoncé donc de repousser le report de la mobilisation en raison de désaccords sur l'itinéraire retenu. Des associations de la société civile et le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra avaient appelé à manifester à N'Djamena contre les violations systématiques des droits de l'homme et l'accaparement du pouvoir par le Conseil militaire de transition CMT. La marche est reportée à une date ultérieure parce que nous ne nous reconnaissons ni dans la date ni dans l'itinéraire figurant dans l'arrêté du ministre de la Sécurité, a déclaré à l'AFP Max Luangar, coordinateur de Wakitama, une plateforme de l'opposition. Les mouvements souhaitaient manifester mercredi, mais le ministre de la Sécurité publique, Souleymane Abakar Adoum, avait lui autorisé la marche vendredi, précisant qu'en cas d'infraction ou de débordement, les organisateurs seront tenus pour responsables. La manifestation avait été autorisée le long d'une avenue longue de 3 km dans le centre-ville de la capitale tchadienne. Cet itinéraire ne permettrait pas de mobiliser beaucoup de monde dans les rues parce que la plupart des militants se trouvent loin de cet endroit, a assuré à l'AFP Khalid Daoud, membre de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme. Le 27 avril, 6 personnes avaient été tuées à N'Djamena et dans le sud du pays, selon les autorités, 9 selon une ONG locale, au cours de manifestations interdites à l'appel de l'opposition et de la société civile. Plus de 600 personnes avaient été arrêtées. Le 12 mai, la junte avait autorisé une manifestation à l'appel de Nouvelle Vision, une plateforme de 42 partis, se disant de l'opposition, mais affichant son soutien indéfectible au pouvoir militaire. En République démocratique du Congo, l'ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo, devenu sénateur, s'est présenté au parquet de la Cour constitutionnelle. C'est à l'invitation du procureur général de cette institution. Il est poursuivi pour des faits de détournement de fonds en rapport avec l'indemnisation des victimes de la zaïrianisation, à savoir les étrangers qui avaient été expropriés dans les années 1973 et 1974. Augustin Matata Ponyo s'est présenté ce lundi au parquet de la Cour constitutionnelle à l'invitation du procureur général de cette institution. Après 5 heures d'audition, il est rentré chez lui. L'ancien Premier ministre, devenu sénateur, est poursuivi pour des faits de détournement de fonds en rapport avec l'indemnisation des victimes de la zaïrianisation, à savoir les étrangers qui avaient été expropriés dans les années 1973 et 1974. Les faits, eux, remontent à l'époque où Matata Ponyo était Premier ministre. D'autres faits de détournement liés au dossier du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo figurent aussi sur la liste des préventions à charge du sénateur Augustin Matata Ponyo. Le procureur de la Cour constitutionnelle a obtenu du bureau du Sénat la levée de ses immunités et l'autorisation de poursuite contre lui. L'instruction étant secrète, rien n'a été révélé sur le déroulement de cette première audition, ni sur le dossier qui a été évoqué.
L'ancien Premier ministre a toutefois réfuté les accusations portées contre lui par le procureur de la Cour constitutionnelle. Pour ses détracteurs, malgré la sérénité qu'il affiche, Augustin Matata Ponyo a toujours évité d'affronter la justice pour s'expliquer sur tous les faits qui lui sont reprochés. Mais dans son camp, on parle d'un acharnement politique en lien avec les échéances de 2023. La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé que l'Allemagne n'a pas l'intention de rendre la vaccination anti-Covid obligatoire. Ce faisant, elle mise notamment sur la volonté de la population, notamment sur la publicité en faveur des vaccins. L'Allemagne n'a pas l'intention de rendre la vaccination anti-Covid obligatoire, y compris des soignants, a déclaré ce mardi la chancelière allemande Angela Merkel lors d'une conférence de presse à l'Institut de veille sanitaire Robert Koch. Elle a également misé sur la volonté de la population et la publicité en faveur des vaccins. La dirigeante allemande a conseillé pour convaincre les récalcitrants à la vaccination de discuter tous ensemble, en famille, au travail, dans le club de football, partout où les êtres se connaissent et se font confiance. Je ne pense pas qu'on puisse gagner la confiance en changeant ce que nous avons dit, c'est-à-dire pas de vaccination obligatoire. Mais je pense que nous pouvons gagner la confiance en faisant de la publicité pour la vaccination et aussi en laissant autant de personnes que possible dans la population devenir des ambassadeurs du vaccin à partir de leur propre expérience. Je peux faire la promotion en tant que chancelière, avec une conviction profonde en faveur de la vaccination, et je peux aussi essayer de répondre à des questions sur le sujet. Mais je sais aussi que parfois, cela aide davantage si c'est peut-être le propre fils qui lève les doutes, si c'est une collègue qui rapporte sa propre expérience de vaccination, quand dans l'association ou dans la municipalité, on parle du pour et du contre des vaccinations. Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a détaillé que quelques 35,4 millions de personnes, soit 42,6%, ont été entièrement vaccinées en Allemagne et 48,6 millions, soit 58,5%, ont reçu une dose. Il a aussi regretté que la tendance soit au ralentissement du rythme d'injection. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.